Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau webinaire de l'école Gray-Scott. Donc là, ce coup-ci, on va parler de NumPy et de Python. Pour un petit rappel, donc Gray-Scott, l'école Gray-Scott, c'est une école qui va avoir lieu du 1er au 12 juillet 2024. Les inscriptions sont ouvertes depuis la semaine dernière. Là, actuellement, pour le LAP, on a 19 inscriptions, une petite vingtaine d'inscriptions. Il reste à peu près 12-13 places. Donc dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez venir. On va parler dans cette école d'architecture CPU, d'architecture GPU, de précision, de profilage, de mémoire de calcul. On va aborder le C++, le Rust, Fortran et Python. Donc on va voir notamment en première partie aujourd'hui. On va faire aussi du CUDA. On va utiliser des bibliothèques comme SYCL, comme Eve, comme OpenACC. En Python, on va faire du QNumérique, du Legate, du TensorFlow, du PyTorch, du JAX, des choses comme ça. Et on va utiliser des compilateurs G++, NVC++, Clang++, DPC++, enfin voilà, toute la liste possible. Donc il y a trois modalités d'inscription dans cette école. La première, donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est directement de venir à Annecy au LAP. Donc là, on est limité à 32 places, qui reste une bonne dizaine de places, mais bon, ça part quand même assez vite. La particularité, donc, c'est qu'il y aura une journée de bootstrap à Annecy. Donc, l'idée, c'est que vous veniez avec vos projets, les choses que vous voulez améliorer en termes de calcul. Et pendant cette journée-là, on va vous aider à améliorer vos performances, vos codes en général. Donc, la deuxième modalité d'inscription, c'est en distanciel, mais sur des sites satellites. Donc là, on a une dizaine de sites satellites. Donc, a priori, vous devriez trouver un site satellite pas trop loin de chez vous. Donc, sachant on va de l'Île-de-France à Toulouse en passant par, on a Nantes, on a Montpellier qui est en train de se faire, on a Marseille, et puis on a un site aussi en Belgique, un site au Maroc. Enfin, on a pas mal de sites satellites là-dessus. Donc, tout est sur la page Indico de l'école. Et la dernière modalité d'inscription, c'est en distanciel, vraiment à la carte. Donc, on va tout streamer sur YouTube en direct. Et donc, typiquement, si vous n'avez pas forcément le temps de tout suivre, vous pouvez suivre à la carte l'école. Alors, vous aurez évidemment pas forcément les ressources de calcul qu'on va mettre à disposition au LAP ou dans les sites satellites. Mais ça peut déjà permettre de suivre une bonne partie de l'école. Sur ce, je donne la parole à Alice et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Pierre. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Alice Faure, je suis ingénieure en calcul scientifique au laboratoire Univers et Particules de Montpellier. J'ai travaillé avec du Python pour le projet CTA-DIRAC, qui est un projet de gestion des calculs dans des environnements distribués pour le télescope CTA. Et Jean-Marc aussi, si tu veux te présenter peut-être. Bonjour à tous, Jean-Marc Collet, ingénieur de recherche à l'EPNHU à Paris. Je travaille depuis plusieurs années avec le langage Python sur des projets en astrophysique. J'ai été amené régulièrement à faire de l'optimisation de code donc en Python. Donc, on va vous présenter Python pour CPU. Alors, Python, on le présente plus, mais on va quand même le présenter. C'est un langage de programmation qui est généraliste et qui est open source. Et il est très flexible car il dispose de nombreuses bibliothèques spécialisées. Et donc, j'imagine que vous le savez, mais c'est un des langages les plus populaires, surtout dans l'enseignement et la recherche. Et il est très utilisé dans le domaine d'analyse de données, de machine learning, de développement. Mais on peut aussi l'utiliser pour le calcul scientifique. On va essayer de vous montrer pourquoi. Un petit rappel sur le principe de Python. C'est un langage qu'on utilise comme un langage interprété. Donc en fait, il n'est pas compilé en code machine comme le C ou le Fortran, mais il est compilé en bytecode. Donc c'est un format intermédiaire qui va être lu et exécuté ligne par ligne par l'interpréteur. L'interpréteur de référence, c'est Python, c'est celui que la plupart des gens utilisent. Et donc en fait, le code Python, il va être plus lent qu'un code qu'on a compilé entièrement, mais il va être aussi plus souple et plus facile à utiliser. Par exemple, vous savez, il est dynamiquement typé. Donc, on n'a pas besoin de spécifier le type de la variable qu'on déclare. Et donc, ça le rend très facile à utiliser, même si on peut aussi faire pas mal d'erreurs. Et c'est aussi un langage qui est multiparadigme, donc qui permet de faire de la programmation impérative, de la programmation orientée objet, et aussi de la programmation fonctionnelle. Un petit historique de Python pour vous montrer que c'est quand même un langage
qui date des années 90, donc il y a 30 ans. Donc il a été développé au début par Guido van Rossum qui voulait obtenir un langage qui était clair et facile à apprendre. C'était vraiment l'objectif quand il développait Python. Donc il y a la philosophie qui est résumée dans le Zen of Python. Alors j'ai mis les slides dans l'indico, hein, donc vous pouvez cliquer sur les liens. Et donc ça a été nommé en référence au Monty Python. Et il y a plusieurs versions majeures qui ont été publiées depuis les années 90. Donc on en est à la version 3 qui a été publiée en 2008, donc c'est la dernière version majeure. Et donc à savoir aujourd'hui les versions mineures, donc 3.10, 3.11, etc. La version 3.11 est censée être 10 à 60 fois plus rapide que la version 3.10. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est à la version 3.13 ou quelque chose comme ça. Voilà pour l'historique. Alors, comme vous avez vu, Python, c'était surtout développé pour être facile, mais il y a beaucoup de bibliothèques de calcul qui sont utilisées dans Python, qui sont écrites en C et qui sont compilées. Et donc, ça nous permet de faire quand même des calculs assez rapides. Le seul ralentissement dans l'exécution, c'est lorsqu'elles vont être appelées par le code Python. Donc, c'est un peu l'argument de Python, c'est le coût de l'appel Python est négligeable devant le temps qu'on va passer à faire le calcul dans la bibliothèque écrite en C. Donc voilà, un moyen simple d'avoir un code Python qui est rapide, c'est de passer la majeure partie du temps à utiliser des bibliothèques optimisées. Donc, on va vous présenter différents outils, différentes bibliothèques. Et on peut aussi utiliser des compilateurs pour des sous-ensembles du langage Python pour accélérer le code Python. Donc ça, on va en parler aussi par la suite. Donc on va essayer de vous faire un petit panorama dans ce webinaire. Mais dans le cours Python CPU de l'école Gray Scott en juillet, on apprendra vraiment à écrire un code Python qui est rapide et à l'optimiser pour le processeur. Alors, on a besoin de quelques outils avant pour savoir si notre code est assez rapide ou pas. Donc, on va vous parler de profilage. Comment on profile en Python? Il y a plusieurs profileurs qui existent. On a choisi de vous présenter PySpy. Donc pareil, vous pouvez cliquer sur le lien dans les slides qui sont sur l'indico. Alors PySpy, pourquoi il est sympa? C'est parce que c'est un profileur par échantillonnage pour les programmes Python et il peut profiler des codes multithread et multiprocessus. Il peut aussi profiler les extensions natives qui sont écrites en C++, donc ce qu'on va appeler dans les bibliothèques de calcul par exemple. Et on peut l'utiliser sans avoir à modifier le code qu'on profile. Donc c'est assez pratique. On vous a mis un exemple d'utilisation, donc il suffit de l'installer avec pip et de l'appeler par la ligne de commande en fait, avec notre code Python ici. Quelques options pratiques, le "-n qui permet de profiler les extensions natives, "-s qui active le support multiprocessus, et "-f qui permet de spécifier le format du fichier qu'on va générer. Donc par exemple, là on a choisi, dans l'exemple qui va suivre, le format Speedscope. C'est une appli que vous pouvez cliquer, vous avez le lien. Et en fait, ça vous permet de visualiser les résultats du profilage sous la forme de graphes, donc de flame graph par exemple, comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de programme. Donc ça c'est le programme qu'on va utiliser dans notre école Gray Scott, qu'on a le programme Python. Je l'ai profilé avec PySpy. J'ai généré un profil au format Speedscope et donc je l'ai ouvert dans l'appli Speedscope. Et donc avec le mode Left Heavy, je peux visualiser le temps qui est passé dans chaque fonction. Donc là, vous voyez, j'ai ma fonction main, je simule les images pour la réaction de diffusion de Gray Scott. Là, j'ai la fonction de calcul. Et dans Gray Scott, j'ai des fonctions de calcul du Laplacien, c'est les fonctions les fonctions de calcul avec NumPy. Et donc ici, vous voyez les extensions natives en fait de NumPy. Donc vous voyez que là, on passe beaucoup de temps dans Laplacian NumPy, donc a priori, c'est celle-là qu'il va falloir optimiser. Donc si jamais vous avez profilé votre programme et vous avez trouvé une fonction sur laquelle il va falloir passer du temps à travailler pour l'optimiser, un outil assez sympathique, c'est le module Timeit. C'est un outil pour mesurer le temps d'exécution d'une instruction Python. Donc, ça vous permet à chaque fois que vous modifiez votre fonction d'ensuite vérifier que vous avez bien réduit son temps d'exécution. Alors, à utiliser, c'est assez pratique parce qu'il y a à la fois une interface en ligne de commande et une interface Python. Donc voilà, là ici, on va mesurer le temps d'exécution de cette instruction-là en ligne de commande et avec Python ici. À noter que l'interface en ligne de commande, elle va déterminer automatiquement le nombre de répétitions à effectuer parce qu'en fait, ce qui est bien dans Timeit, c'est que le module va déterminer le nombre de répétitions du chronométrage qu'on fait. Donc, on va exécuter l'instruction n fois. Et voilà, donc ici, là,
on a des petites statistiques sur l'exécution. Et dans IPython, donc par exemple, quand on utilise un notebook Jupyter, on a des commandes magiques, donc c'est des sortes de raccourcis qui sont intégrés. Et il y a le raccourci time it, donc pourcentage time it. Donc il suffit de marquer pourcentage time it et l'instruction que vous voulez chronométrer et ça va vous faire ça va vous rendre le temps d'exécution. Donc c'est ce pourcentage time it qu'on utilise dans la suite des exemples du webinaire. Et je vais laisser Jean-Marc vous présenter NumPy. Oui, donc NumPy, c'est une librairie de tableaux, manipulation de tableaux multidimensionnels avec plus de 500 fonctions couvrant le jeu binaire, les opérations terme à terme, des générateurs aléatoires, des fonctions mathématiques, exponentielles, cos, etc. Des transformés de Fourier rapides, des recherches d'éléments, de tri. Donc, tous ces calculs, comme on l'a vu, sont en fait faits par des couches en C, là c'est la plaque, où la vectorisation SIMD est exploitée, et ce qui assure des performances bien meilleures qu'en Python natif. Alors, vous pouvez voir votre configuration NumPy en faisant un NumPy showconfig. Donc là, chez moi, par exemple, sur mon installation, j'ai un OpenBLAS. Alors, j'ai pas mis tout le log, mais il y a plein de choses. Il y a les instructions de compilation, les jeux SIMD reconnus, etc. Donc, NumPy est apparu en 2006 avec SciPy et en fait, avec un troisième livret, Matplotlib, ils ont remplacé E3, MATLAB et puis IDL dans nos labos et c'est devenu un standard. L'objet central de NumPy, c'est le ND array, pour n-dimensional array. Les attributs importants, c'est l'attribut shape, c'est la signature dimensionnelle. J'ai mis un petit exemple là. 10, 256, 256. Donc, c'est un tableau de 3 dimensions. Et dans chaque dimension, on a le nombre d'éléments. Donc là, on peut voir ce tableau comme une image 256 de côté, 10 images de 256 de côté. L'autre attribut important, c'est le type. Donc, NumPy définit ses propres types, float 32, les entiers, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Et aussi, on peut savoir la taille qu'occupe notre tableau avec l'attribut nbytes. Quelques méthodes. Donc, il est possible de redéfinir la signature dimensionnelle avec reshape, mais il ne faut pas changer, ça ne change pas la taille des données. Et on peut changer aussi le type avec astype. Et puis NumPy passe ses tableaux par référence, par défaut, il n'y a pas de copie. Hein. Mais si on veut en faire une, il faut expliciter avec la méthode copy. Alors le broadcasting, c'est une notion importante de NumPy qui permet de ne pas écrire de boucle en Python, ce qui est a priori fatal pour les performances de calcul. Donc, c'est une notion vraiment à connaître pour écrire un code NumPy performant. Donc, le broadcasting le plus simple, c'est un scalaire fois un tableau. Donc là, j'ai défini un tableau VEC avec 3 éléments. Et quand je demande à NumPy 10 fois VEC, il sait qu'il faut multiplier par 10 chacun des éléments du tableau. Donc maintenant, plus difficile, on va ajouter des dimensions. Donc, on va reprendre notre tableau d'images, 10 images 256 par 256. On veut calibrer individuellement avec un scalaire. Donc, chaque image a un coefficient de calibration quand on se donne dans un tableau avec 10 éléments. Donc, j'ai fait une petite simulation donc, avec un tirage aléatoire, uniforme. Donc, les tirages aléatoires, ils rendent toujours un tableau indé. Donc, pour avoir ma bonne signature dimensionnelle, je dois faire un reshape. Donc, je dois avoir bien le même nombre de samples dans le tirage que dans mon tableau multidimensionnel. Donc, même chose pour les coefs, pas de souci. Donc, là, il n'y a pas besoin de reshape. Et quand je veux faire la calibration, coef fois image, j'ai un message d'erreur où apparaît le podcast, il dit je ne sais pas quoi faire de ton tableau 10 fois 10, 256 fois 256. Alors, on va voir pourquoi. Alors, le broadcasting, les conditions de broadcast sont simples en fait. Il faut que les dimensions de même rang soient identiques ou bien que l'une de ces dimensions soit égale à 1. Par contre, ce
ce qui n'est pas évident, c'est la notion de même rang, parce que c'est pas la même chose qui est retournée par l'attribut shape. En fait, l'origine du rang est à droite. Alors, c'est assez logique quand on prend ce petit exemple tiré de la DocNumPy. Donc, on a un tableau 4 x 3, ou un tableau 3 éléments. Donc, le tableau 1 élément est vu comme une ligne. Donc, si on veut étendre le tableau B pour avoir le même nombre d'éléments que le tableau A, il faut que le tableau B ait le même nombre d'éléments que A à deux colonnes. Donc, c'est bien l'indice complètement à droite qu'il faut comparer. Donc, on a un tableau de 10 images, fois notre vecteur de coef qui plante, alors que faire? Alors, on pourra demander de changer en amont la signature du tableau. Mais on va exclure ça. On peut passer par une boucle. On a vu que le produit scalaire fois un tableau, ça marche toujours. On peut aussi modifier la signature dimensionnelle du tableau d'image, c'est-à-dire passer la dimension qui porte les images, enfin le nombre d'images vers la droite. Ou bien on peut travailler sur la signature dimensionnelle du tableau de coef en faisant en sorte que 10 apparaisse au même rang que le 10 du tableau d'image. Donc on va voir la solution 1, boucle naïve. Donc petite fonction Python. Je fais une boucle sur mes éléments de coefficient et je multiplie mon image. Donc je mesure ce temps. Donc j'obtiens 1,5 millisecondes. Maintenant on va voir la solution 2. La solution 2, donc on va modifier la signature du tableau d'image. Donc là, on va travailler avec des fonctions qui modifient l'ordre des dimensions. Donc NumPy en propose 3. Transpose, qui inverse l'ordre, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qu'on a connue avec l'algèbre linéaire et les matrices. Et il y a aussi une instruction qui s'appelle MoveAxis, et en fait insère une dimension qui prend en paramètre un tableau et deux indices. Donc ça insère l'indice IS à la place de l'indice ID. Je vous ai fait un petit exemple en bas. Donc j'ai mon tableau AA, qui a une signature de 1, 2, 3. Et quand je fais un move axis, dépasse-moi la dimension à l'indice 0 sur 2, il me met 1 complètement à droite. Voilà. Et il décale vers la gauche les autres dimensions. Et il y a aussi une troisième instruction qui s'appelle swap axis qui fait un échange. Donc voilà, mais dans notre petit exemple, donc MoveAxis, ça modifie la signature, il faudra certainement la remettre comme elle était avant si les traitements continuent. Il faut prendre en compte cette correction. Donc il faut ajouter aussi un MoveAxis après avoir fait la multiplication. Donc dans mon tamis, j'ai un premier MoveAxis qui rétablit la bonne signature dimensionnelle et j'ai un MoveAxis qui me permet de remplir les conditions du broadcast. Donc là, les résultats sont bien meilleurs. On est à 280 microsecondes, bien meilleur que la boucle. Et la troisième solution, donc on travaille sur le tableau de coef. Donc là, il va falloir ajouter des dimensions supplémentaires. Donc on peut faire ça dans NumPy avec l'instruction new axis. Alors petit exemple, un tableau 1, 2, 3, donc vu comme une ligne. Pour ajouter une nouvelle dimension, je définis mon tableau A, crochet, 2 points pour prendre tous les éléments, virgule, new axis. Et là, il voit mon tableau comme une colonne. Et si je demande son shape, j'ai une dimension supplémentaire à droite. Donc maintenant, la signature est 3. Donc, pour appliquer ça à notre problème, nous, on a besoin de deux dimensions à droite avant de multiplier. Il existe un raccourci à NewAxis, c'est None. On peut mettre None directement. Donc, pour faire multiplication image coefficient, donc je fais image fois coef, crochet, 2 points, virgule none, virgule none. Et là, j'obtiens un bon résultat. C'est le meilleur résultat des trois solutions, mais qui n'est pas très loin de la solution MoveAxis quand même.
Là, c'est un petit slide de validation pour vous présenter la fonction NumPy all close. Donc, pour vérifier que les deux méthodes donnent le même résultat. Donc, ça calcule la différence entre les éléments et puis un test d'erreur relative entre les nombres pour savoir si les deux tableaux sont proches. Donc là, on a bien la même chose avec les deux méthodes. Donc sur cet exemple, la version de Axis sur les tableaux de coef est la plus rapide. Donc juste après, c'est celle de MoveAxis. Et loin derrière, avec un facteur 6, on avait la version avec la boucle. Maintenant, on va utiliser des tableaux plus grands. On va utiliser, au lieu de 10 images, 10 000. Ça va faire un tableau de 5 gigas. Et là, j'ai mis les trois. Oui, la première ligne, c'est l'utilisation de nbyte pour vérifier la taille du tableau. Donc, nbyte divisé par 1024 puissance 3, je suis autour de 5 gigas. Et les time int de chaque méthode. Et on voit que c'est l'ordre inverse. C'est la boucle qui devient la plus rapide. Donc ça, en fait, c'est une limitation du broadcasting. C'est quand il y a trop de... On a vu que le broadcasting, il étendait les vecteurs, donc ça entraîne des copies et des copies additionnelles. Et c'est ça qui ralentit les solutions en U-axis et move-axis. Tandis que la version avec la boucle n'a quasiment pas de consommation de mémoire additionnelle et ne déplace pas de données. Donc il faut faire attention au passage à l'échelle. Les tests de performance doivent être faits avec des données semblables à celles que vous traitez aussi. Là, oui, je parle du placement des données et performance. Donc, suivant l'endroit dans votre tableau dimensionnel où vous mettez vos samples effectifs, vous pouvez avoir des performances différentes. Là, je vous ai mis un exemple avec un tableau de 3000 signaux 1D, donc répartis dans un tableau tridimensionnel. Donc 50, ça pourrait être un nombre d'époques et 60, ça pourrait être des canaux, voilà. Et les samples sont tout à la fin, complètement à droite. Donc j'ai pris ce premier tableau et je crée un deuxième tableau où je mets les samples complètement à gauche. Donc on voit le shape du tableau à gauche, 51 200 samples, 50, 60. Là, je fais pour appliquer la LFFT, il faut indiquer l'axe sur lequel on veut la FFT. Donc, c'est l'instruction, c'est le paramètre axis. Donc, dans le cas où les données sont complètement à droite, je veux ma FFT sur l'axe 2. Et quand mes données sont complètement à gauche, je fais la FFT sur l'axe 0. Et donc là, j'ai un petit test pour voir que j'obtiens bien le même résultat avec les deux méthodes. Maintenant, on va voir les temps. Et bien, j'obtiens une différence de 20% entre les deux placements de données. Donc, c'est quelque chose à voir, à tester. L'emplacement des données a un impact sur les temps de calcul. Ben, je passe la parole à Alice. Bah, merci Jean-Marc. Donc, je vais faire un petit aparté sur le multithreading et le multiprocessing en Python. Et Jean-Marc vous présentera comment ça marche en NumPy. Donc, en fait, en Python, il faut savoir que l'interpréteur fait appel à un GIL. Donc, c'est un Global Interpreter Lock. Et donc, c'est un verrou qui protège tous les objets que Python manipule contre des accès concurrentiels en mémoire. Et donc, en fait, ce verrou empêche le multithreading en Python pour les calculs. Donc, pour les entrées-sorties, le GIL est toujours relâché. On peut faire les entrées-sorties concurrentielles en Python. Mais pour les calculs, pour faire du calcul parallèle, il va falloir se rabattre sur le multiprocessing. Donc, en Python, il y a un module dédié, c'est multiprocessing. Mais ce verrou-là est relâché quand les librairies tierces sont appelées. Dans NumPy, par exemple, NumPy se repose sur des librairies de calcul d'algèbre linéaire, en fait, BLAS, LAPACK, MKL, par exemple. Donc, on appelle ça des backends. Ces backends font généralement usage des threads. Et les calculs avec NumPy sont multipliés par défaut, car le GIL est relâché puisqu'on appelle des librairies qui sont des librairies tierces. Avec NumPy, qu'on présentera par la suite, on peut aussi relâcher le GIL manuellement en passant l'option no GIL égale true. Donc ça, c'est en mode no Python, on verra après ce que ça veut dire. Et donc, je vais laisser Jean-Marc vous parler du multithreading en NumPy. Ah oui, donc il faut voir Python en deux parties. Il y a le front-end Python qui contient l'API.
et des back-ends BLAS, LAPACK en C, C++, Fortran. Donc le multithreading repose uniquement sur le back-end, à cause du guild, comme on vient de le voir. Et il peut avoir plusieurs solutions de back-end, BLAS, LAPACK, MKL, OpenBLAS, NetLib, plusieurs versions aussi. Donc les fonctions multithreadées, en fait, sont pas indiquées dans la doc Python. Ça dépend du back-end que vous installez. En principe, par défaut, tous les cœurs sont utilisés, hein, et vous pouvez contrôler le nombre de threads à l'aide de la variable d'environnement associée à la bibliothèque multicore installée. Donc moi, j'ai eu le cas utiliser la variable OMP numthread et MKL numthread pour l'instant. Alors, a priori, le backend par défaut installé avec un simple conda install NumPy, c'est le backend OpenBLAS. Dans ce backend, avec ce backend, les opérations éléments se font sur un CPU. On verra que Numba peut combler cette lacune. Le produit matriciel NumPy.dot est lui multithreadé. Là, en lien, j'ai trouvé un site où il y a une liste indicative des fonctionnalités multithreadées avec OpenBLAS, avec un OpenBLAS récent. Et c'est essentiellement ce qui se trouve dans la bibliothèque algèbre linéaire qui s'écrit avec un BLAS. Alors, pour illustrer cette dépendance au back-end, j'ai pris vraiment un Python très récent et deux back-ends, OpenBLAS et MKL, avec les 4 CPU de mon ordinateur. Donc, sur la même version de Python, la 1.26.4. Donc, j'ai le calcul des FFT qui est 4 fois plus rapide pour le back-end MKL. Opération matricielle vectorielle n-dot sur le produit scalaire de deux vecteurs et une fois et demie plus rapide avec MKL. Des opérations terme à terme et quasiment 2 fois plus rapide avec le back-end MKL et il est multithreadé. Des fonctions mathématiques sont aussi plus rapides sur MKL avec un facteur 3,8. Les seules fonctions pour laquelle j'ai trouvé que OpenBLAS était plus rapide, c'est les recherches de max et les fonctions de tri. Donc je vous ai indiqué le compte d'install pour avoir ce back-end MKL en bas du slide. Maintenant, je vais vous parler d'un clone de NumPy qui a été réalisé par Intel, qui s'appelle DPNP pour Data Parallel NumPy. Donc ça fonctionne sur les processeurs Intel. Il utilise comme backend one MKL cycle BLAS, one MKL cycle LAPACK, one MKL cycle DFT pour les transformés de Fourier. Donc, il y a 355 fonctions disponibles sur les 542. Je vous ai mis en lien la liste des fonctions disponibles. Donc, il y a assez bonne couverture quand même. Et j'ai fait une petite comparaison de quelques fonctions. C'est pas exhaustif, mais ce qui s'en dégage, c'est que c'est pas systématiquement mieux. Et pourtant, la version de NumPy avec laquelle j'ai comparé a un back-end MKL. Là où cette bibliothèque Intel est beaucoup plus rapide, c'est sur les générateurs aléatoires. C'est systématiquement mieux avec vraiment des gros coefficients de performance. Par exemple, le tirage normal, c'est 5 fois mieux. Et tout est multithreadé. Contrairement à la version NumPy. Les tris aussi sont plus rapides. Là où cette librairie Intel fait moins bien, c'est sur les FFT et les fonctions mathématiques. Ça va peut-être s'améliorer, mais vraiment très très grosse performance sur les générateurs aléatoires. Si vous avez des codes de simulation avec des tirages, ça peut être un très bon choix cette bibliothèque. Et je passe la parole à Alice. Je vais vous présenter maintenant Numba. Donc, quand vous avez utilisé NumPy dans votre code, comment faire pour qu'il soit encore plus rapide?
Pour ça, vous pouvez utiliser donc NumPy qui est un compilateur à la volée. Donc en anglais, c'est un compilateur JIT, Just in Time, qui va traduire les fonctions Python et NumPy de votre code en code machine optimisé. Donc, il utilise la bibliothèque LLVM, donc c'est le même principe que le langage Julia. Et donc NumPy, c'est fait pour différentes architectures, donc CPU, mais aussi GPU, et on peut faire du multithreading. Donc le principal argument de NumPy, c'est que les programmes Python qui sont compilés avec NumPy peuvent approcher les performances des codes C et Fortran. Après, il faut savoir que NumPy fonctionne surtout pour les codes qui utilisent des tableaux et des fonctions NumPy et des boucles for. Le reste, donc les fonctions SciPy, Matplotlib, etc., n'est pas supporté. En tout cas, il faut regarder sur la doc ce qui existe en NumPy, mais à savoir que voilà, si jamais vous avez un code qui utilise surtout NumPy, ça peut être une bonne solution. Alors, comment ça marche, ce principe de compilation just-in-time? Donc, dans NumPy, pour indiquer qu'on va compiler une fonction en langage machine, on place un décorateur avant cette fonction, donc ici. Donc, le décorateur en Python, c'est avec les arrobases. Et donc, en fait, NumPy, il va lire le bytecode Python pour la fonction qui est décorée. Il va le combiner avec des informations sur les arguments de la fonction, en fait. Donc, il va inférer le type des arguments de la fonction. Et il va pouvoir optimiser le code avec la bibliothèque LLVM et générer une version du code machine de la fonction qui va être adaptée aux capacités du CPU. Et on va exécuter le code de cette fonction, mais il va aussi placer cette version optimisée dans le cache. Et donc, quand on va rappeler cette fonction, on va pouvoir utiliser la version qui est mise en cache, la version optimisée, et donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc dans NumPy, il y a deux étapes. La première étape de compilation qui va ralentir en fait la première exécution de la fonction. Mais quand la fonction va être appelée sur les fois d'après, on va utiliser la version qui est en cache et donc ça va être beaucoup plus rapide. Alors, comme j'ai dit, il suffit de rajouter des décorateurs pour pouvoir indiquer qu'on veut optimiser les fonctions ou les boucles. Bon, désolé pour les captures d'écran qui sont qui sont pas trop bien passées en PDF. Donc, par exemple, le décorateur JIT, donc Just in Time, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est celui qui va dire compile cette fonction en code machine. Des options qui sont utiles. Donc, il y a l'option NoPython égale true, à savoir que maintenant, c'est une option qui est activée par défaut. Mais si vous avez une version un peu ancienne de NumPy, il vaut mieux le préciser pour être sûr. Parce qu'en fait, en NumPy, on a deux modes, le mode NoPython et le mode Object. Et le mode NoPython, c'est celui qui va véritablement accélérer votre code parce que c'est celui qui va générer du code natif optimisé pour le CPU. Si jamais NumPy n'arrive pas à générer ce code-là, ce code machine, il va se rabattre sur le mode Object si on n'a pas activé cette option NoPython égale true. Et donc, en mode Object, en fait, on va avoir quasiment pas d'accélération. Pourquoi parfois ça peut planter la compilation avec NumPy en mode NoPython? C'est par exemple si jamais NumPy n'arrive pas à inférer le type des variables qu'on utilise. Donc si on a une fonction qui retourne des variables de type différent selon une condition, on va pas réussir à la compiler en mode NoPython parce que NumPy va pas réussir à savoir quel type de variable pour quel type de variable il doit compiler. Et donc il va basculer sur le mode Object et on va pas avoir de performance. Donc, si on active le mode NoPython égale true, on aura un message d'erreur de la part de NumPy qui nous dira, là, j'arrive pas à compiler ta fonction, donc il va falloir la changer. C'est assez pratique, et c'est tellement pratique qu'on a même fait un raccourci, en fait, le décorateur njit, c'est le raccourci de JIT NoPython égale true. Et on a aussi d'autres options pratiques, l'option parallèle égale true qu'on verra ensuite pour compiler en mode parallèle, et l'option fastmath égale true pour les calculs mathématiques. Voilà, donc les exemples ici sont tirés de la doc NumPy. J'ai mis le lien si vous voulez aller voir. Alors, comment ça marche le multithreading avec NumPy? C'est assez facile. Il suffit d'activer la parallélisation automatique avec deux options principales, enfin deux techniques principales. On a donc l'option parallèle égale true, donc on peut rajouter ici en option. Et on a aussi une instruction spéciale à NumPy qui s'appelle prange. Donc, on remplace les ranges dans les boucles for par prange pour indiquer que la boucle for peut être parallélisée.
Donc voilà, ici, vous avez un exemple. Et donc, ça va nous permettre de paralyser automatiquement les codes avec Numba si jamais ces codes sont paralysables. Donc voilà, Numba, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? C'est quand on a un code qui est vraiment fait de tableaux NumPy. Sinon, ça va pas marcher. Et un code qui est fait avec des algorithmes numériques. Donc, c'est très bien pour le calcul scientifique. On peut aussi utiliser Numba pour créer des fonctions NumPy qui manquent. Donc, parfois, vous créez une fonction et vous voudriez qu'elle existe dans NumPy, mais elle n'existe pas. Bah, si vous rajoutez un décorateur Numba au-dessus, ça va activer la vectorisation. Et donc, vous aurez une version de votre fonction qui fonctionne de façon optimisée, comme vous pourriez avoir avec une fonction NumPy. À noter, c'est que la première exécution avec NumPy est toujours plus lente puisqu'il y a l'étape de compilation. Donc, pour mesurer les performances des fonctions que vous optimisez avec Numba, il faut soit exécuter une première fois et ensuite mesurer le temps d'exécution des fois suivantes. Soit vous pouvez utiliser le module timeit puisqu'il va faire plusieurs itérations de l'exécution. Et donc, ça va lisser le temps que vous passez à la compilation lors de la première itération. Et le gain de performance qui est indiqué dans la doc NumPy, c'est de 2 par rapport à NumPy à 200 par rapport au Python natif sans NumPy. Un petit exemple encore tiré de la doc Numba avec une fonction ici qui utilise la fonction tannage de NumPy sur un tableau. Donc si on la chronomètre donc sans utiliser Numba, on est à 21 microsecondes. Et si on utilise Numba avec juste le décorateur njit, jit no Python égale true. Si on chronomètre ça, on va avoir deux choses. Donc déjà la première chose, c'est qu'on va avoir un warning qui va nous indiquer que il y a eu une exécution beaucoup plus lente que les autres, donc c'est normal, hein, c'est l'exécution dans laquelle on a compilé. Et donc bah voilà, Python il a bien compris qu'on avait mis la version optimisée de la fonction en cache et qu'on l'a réutilisée par la suite. Et donc les performances, on voit qu'on va presque 10 fois plus vite avec Numba. Donc ça peut être un bon outil si jamais vous voulez optimiser facilement vos codes, si jamais vous utilisez beaucoup de NumPy dans vos codes. Et on va passer à la conclusion. Bon, on a essayé de vous montrer dans ce webinaire que Python, c'est quand même un langage qui est très flexible et très facile à apprendre et que ça a été le cas puisque son développement était orienté vers ça. Et donc, la performance était un peu secondaire. Mais en fait, on peut obtenir des très bonnes performances en Python grâce à des bibliothèques qui sont optimisées. Donc, NumPy, c'est vraiment la base de la performance en Python. C'est la base de la vectorisation, en fait. Parsi se repose sur des back-ends optimisés comme BLAS, LAPACK, MKE, etc. Dans l'écosystème de Python, il y a aussi SciPy qui est une extension de NumPy pour les fonctions scientifiques. Et vous avez aussi Numba, donc, que j'ai présenté, donc un compilateur qui permet de compiler une partie de Python pour avoir des performances qui sont proches des langages C, Fortran, etc. Et donc, le succès de NumPy, sur lequel se basent toutes les techniques d'optimisation, est tel que l'API de NumPy est clonée, entre autres pour des bibliothèques pour les GPU. Donc, vous avez, par exemple, l'API de NumPy qui est clonée pour JAX et pour QNumerix, donc de NVIDIA. Ça, c'est des bibliothèques qu'on verra dans le webinaire sur Python GPU qui aura lieu le 16 mai. Donc, voilà, si jamais vous voulez en apprendre plus sur les techniques d'optimisation pour GPU avec Python. Rendez-vous le 16 mai où on verra JAX, Numérix, PyTorch, etc. Voilà, merci de votre attention et on va passer aux questions. Ok, merci Alice et Jean-Marc pour ce webinaire. Alors, on a plein de questions, ça tombe bien. Voilà, on va les faire dans l'ordre comme d'habitude. Ah oui, au tout début, quand tu as dit, Alice, que le Python, je sais pas s'il y a besoin des slides pour ça, mais le Python 3.11 est 10 à 60 fois plus rapide que par rapport au Python 3.10. Il y a quelques personnes qui ont des doutes. Bah, il y a Simon qui a des doutes. Mais après, c'est la partie interprétation, c'est pas la partie calcul. Il me semble, alors c'était quelque chose qu'on avait vu dans la doc, je crois, de Python 3.11, mais je ne sais pas si Jean-Marc, tu as plus d'infos. Oui, Euh, c'est pour l'interpréteur, c'est Python. Hmm. Oui, c'est ça. L'interpréteur est plus vite, donc vous avez plus vite à appeler des fonctions ou des choses comme ça. Mais d'ailleurs, le Ouais. calcul reste le même. Enfin, il n'y a pas de. Oui, c'est des pourcents. Ah oui, c'est Mm. pas un X, ça, c'est un pourcent. Ah bah alors. Ok, ouais, 10 à 60%, ouais, ça c'est mieux. Ok, du coup. Ah oui, très bonne question de Singuyen. Vous n'avez pas expliqué la différence entre multithread et multiprocessus. La différence était au niveau de la mémoire. En multithread, la mémoire est commune. C'est le même espace mémoire.
Tandis qu'en multiprocess, faut passer euh, par le système pour avoir un espace de mémoire partagé. C'est beaucoup plus lourd et ça entraîne des lenteurs. Ok. David qui nous demande Reshape ne touche pas aux données internes, n'est-ce pas? Oui, c'est une façon de voir les données qui sont en fait stockées comme un tableau 1D, mais on peut avoir plusieurs interprétations de l'organisation des dimensions Ouais, avec donc c'est cette ça, il n'y a pas fonction. de copie. Non, non, non. Euh, Et Astype? Ah, ça, c'est ta question d'après, j'y suis pas encore. Ah oui, Astap, ça, ça redéfinit de la mémoire par Oui, c'est une rapport à... conversion. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est super loin, hein, le S-Type. Ah oui, Yannick nous dit pour débugger le problème du broadcast, je trouve qu'il faut mieux utiliser des tableaux avec des longueurs différentes dans chacune des directions. Donc 10, 256, 128. Oui, bon, ça c'est un classique, hein, plutôt que de dire je fais des tableaux 512-512, vaut mieux faire des petites différences subtiles entre dimensions. D'un point de vue debugging, c'est vachement plus pratique. Tu peux pas inverser sans te gourer, quoi. Oui. C'est un conseil général, Oui, c'est dans sûr. tous les langages, ça c'est une très bonne Oui, oui, oui. astuce. C'était une réaction à l'exemple qui a été montré où les deux dimensions étaient pareilles. Oui. C'est clair, vaut mieux différencier d'une manière générale. Du coup, Lionel qui nous demande, du coup, peut-on considérer que Reshape ne prend pas beaucoup de temps? Ah non, c'est rien. Non, mais c'est rien du tout. Ouais. Bah après, le truc, c'est que tu peux dire, Reshape prend pas beaucoup de temps quand tu l'appelles, effectivement, mais ça peut avoir des conséquences sur les calculs derrière, quoi. C'est move axis, swap axis, transpose je pense, font du temps. Non, bah, en fait, transpose, alors, Transpose, non, non, c'est trop simple. Ouais. transpose, le truc, c'est que quand tu demandes de transpose, il va juste changer les axes Ouais, ouais, dans la, ouais, dans la définition de la matrice, mais il va pas faire la copie. ouais, ouais. Du coup, Euh, si tu te dis, t'appelles transpose et après tu dis c'est bon, j'ai transposé, tout va bien, ça va être efficace. En fait, non, parce qu'il faut le forcer à faire le NP as contiguous array, un truc comme ça, pour qu'il fasse la ah, transposition réelle. ah, ouais. Donc voilà, faut faire attention de ne pas se faire avoir avec ça. Ensuite, Simon pose une autre question. Donc la partie multithread de NumPy avec BLAS/LAPACK concerne uniquement l'algèbre linéaire. Le reste de NumPy, arithmétique, maths, etc. n'utilise pas BLAS et n'est pas multithreadé ou pas? Comment ça se passe? Bah, j'ai vu que dans le cas où on a un back-end MKL, il y a des librairies Intel spécifiques aux fonctions mathématiques qui sont multithreadées. Hein. Hmm. Donc, oui, en fait, il peut avoir autre chose que du BLAS/LAPACK. Oui, tu as plusieurs back-ends. Ouais, 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 Hmm. sur plusieurs parties des fonctionnalités de calcul. Hein. Bon, on pourrait imaginer qu'il y a un back-end de tri super performant. Ça existe, mais Patrick qui nous demande Intel DPNP ne marche pas sur CPU AMD. Ouais, t'as testé. moi, j'ai pas testé. Non. Je suis sur un Intel. Bon, a priori, moi je dirais que ça marche parce qu'AMD c'est du AMD 64 et x86 par définition c'est la même chose. Donc en vrai, C'est le même jeu d'instructions, mais j'ai il y pas a peut-être des testé. petites subtilités en termes d'optimisation, mais a priori ça devrait marcher. Par contre, depuis quelques versions, donc ça c'est encore Simon qui nous dit par contre depuis quelques versions, il y a de plus en plus de vectorisation SIMD avec détection auto de possibilité du CPU, intégration de SVML aussi. Vous avez joué avec ça ou... Après, c'est des trucs un peu plus automatiques qui se passent en dessous, mais ça, Alors, c'est un truc que la MKL, oui, ça aussi, c'est un truc, t'en as pas parlé, ouais, de la MKL, parce que en fait, t'as la MKL que tu récupères par défaut qui va bien, mhm. et t'as la MKL que tu recompiles sur ton ordi qui va bien aussi, mais du coup, t'as pas du tout les mêmes perfs. Il y a- Oui, oui, il est possible de compiler son backend, ouais, c'est tout à fait. Ouais, ça, c'est une Donc, situation assez avancée. Pour SVML, ML, moi, je l'ai utilisé avec Numba. Et effectivement, j'ai vu des améliorations de performance avec Numba. Mais par contre, j'ai eu des problèmes d'installation
sur certaines machines et même sur ma machine, des fois, sur certaines versions de Python, j'arrivais pas à l'activer, mais elle a l'air difficile elle a l'air difficile pour l'installer, mais effectivement, ça porte de bonnes performances. Le cas qui nous demande, y a-t-il un moyen de conserver la version compilée? Alors, je suppose que c'était dans la partie Numba, normalement, Oui, si je me alors rappelle pour bien. Numba, c'est possible, il me semble, en utilisant l'option cache égale true, pour vous éviter de recompiler à chaque fois si vous utilisez toujours la même version de la fonction. Il me semble que c'est cache égale true, mais je ne l'ai pas testé. Mais c'est juste Ok. une option à rajouter dans le décorateur. Bah, du coup, j'ai une question subsidiaire. Si tu mets cache égale true, est-ce qu'il est assez malin pour voir que l'architecture a changé, qu'il faut quand même qu'il recompile? Ah, ça, je sais pas. Parce que voilà, c'est quand on utilise des options comme ça, il faut faire attention pour être sûr qu'on va pas induire le Mm, truc en erreur. Ça serait quand même dommage. mm. Sébastien qui nous dit, avec le jeu des OpenMP NumThread, MKL NumThread qui dépendent des backends installés, je prendrais plutôt le parti de wrapper mon appel avec HWLogBind, qui en principe réduira tout le monde dans tous les cas, et de dire quelle partie du serveur on utilise. Oui, c'est pour avoir qu'une seule variable d'environnement à utiliser. Ah, David qui nous demande un avis sur Pitran. Moi, je l'ai jamais utilisé, donc j'ai pas d'avis. Moi non plus, je connais pas. Lionel qui nous demande, pouvez-vous revenir sur la page NumPy, limitation du broadcasting? Je croyais que MoveAxis et NPNewAxis ne faisaient pas de copie. Vous voulez que je repartage l'écran peut-être? Bah, sauf si tu peux répondre sans, mais Oui. En fait, c'est pas ces instructions qui font de la copie, c'est le broadcasting. On peut revenir sur le slide où on voit le tableau qui est étendu, hein. hum, Et ça, c'est là où se passent les copies. hum. Ah oui, il fait vraiment une copie. Ah oui. Ah, Ouais. c'est vrai que c'est ballot. Et c'est d'ailleurs même indiqué dans la doc. Ouais. Je me souviens, tu peux relire la doc du broadcasting. Ils avertissent et certains cas d'utilisation de broadcast sont néfastes pour les performances. C'est tout au début de la doc. Il faut Ils, toujours lire la doc. Très bon conseil. ils avertissent de ça. Ce qui fait la copie, il me semble, c'est le mécanisme du broadcast. Parce que la solution New Axis ou la solution Move Axis sont quasiment équivalentes, elles sont au-delà de la seconde. Donc je pense que c'est au niveau du mécanisme du broadcast que la lenteur se trouve. Et il y a Nat qui nous dit aussi, ouais, dans le genre Pitran, il y a aussi Pixel, c'est vrai. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses en Python, donc on va pas pouvoir tout aborder non plus, hein, mais... Et ouais, il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup. À tout le monde vous remercie pour votre présentation. Encore des merci. Oh, bon, bah, quand il y a beaucoup de merci dans le chat, c'est le moment où il faut s'arrêter. Donc, on vous remercie encore une fois pour votre présentation. Et bah, on vous dit merci encore. Et puis à la prochaine. Merci à vous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.